Un fumeur a énormément de volonté. Il n'a aucun problème pour faire des kilomètres s'il faut pour aller acheter un paquet ou voire payer le double son paquet. Par contre, comment la personne a de la volonté pour aller vers l'objet désiré, mais comment aller mobiliser de la volonté pour se défaire de quelque chose que quand même on aime bien. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Chaque mois, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et le mois de novembre, c'est le mois sans tabac, une opération de santé publique qui invite les fumeurs à stopper de leur consommation pendant 30 jours en novembre. Parce que, figurez-vous que arrêter un mois de fumer, ça multiplie par 5 les chances d'abandonner définitivement la cigarette, surtout si on est accompagné. Alors je vous donne un chiffre. Chaque année, plus de 75 000 personnes meurent à cause du tabac en France. Et je vous en donne un deuxième et je m'arrête là. Si vous fumez un paquet par jour, vous dépensez plus de 360 € par mois sur une année. Ça équivaut à 4 300 €. Ça fait réfléchir. Ça tombe bien, j'ai invité Caroline Cospin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes spécialiste en hypnose pour sevrage tabagique, créatrice de la méthode acceptation programmée. Vous êtes experte en sevrage tabagique et ça fait plus de 15 ans que vous accompagnez des milliers de personnes qui veulent dire adieu à la cigarette. Fumeuse invétérée, écrivez-vous, depuis plus de 13 ans. Vous avez cherché, pendant plus de 13 ans, vous avez cherché la solution magique pour vous arrêter de fumer sans trop de souffrance. Vous avez tout essayé. Alors quand on dit j'ai tout essayé, qu'est-ce que vous avez fait ? Le principe de la volonté, je prends ma décision, je vais me lancer toute seule. Ça, c'était très très chaotique en dents de scie. J'ai mis des patchs où ça a été compliqué. J'ai eu vraiment des sensations physiques intenses au niveau du cœur. Vous aviez le bras tout collé, expliquez-vous. J'avais beaucoup de tachycardie en fait. Et je faisais des cauchemars avec les patchs. Ouais. Bon. Il y en a qui les supportent mieux que d'autres, mais moi, c'était pas vraiment... Ça marchait pas sur vous ? Non. Bon. Après, je suis passée par l'hypnose. J'ai fait 2 séances. La première, je suis ressortie, j'ai allumé ma cigarette. La deuxième séance... C'est-à-dire, vous êtes... Je suis sortie immédiatement de la séance. Je sentais que j'avais toujours envie de fumer. Je sentais pas un changement réel et profond en moi. Du coup, j'ai fumé ma cigarette. Je me suis dit, ça n'a pas marché. C'était vraiment le côté, ça n'a pas marché dans mon esprit. Finalement, la deuxième séance, j'y suis allée en me disant, je vais voir quelqu'un d'autre, peut-être ce sera plus compétent, on verra bien. Et puis finalement, j'ai repris ma cigarette 2 jours après. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'entre-temps, vous étiez devenu hypnothérapeute. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne faisais pas d'arrêt du tabac à l'époque. Il faut le savoir, c'est vraiment quelque chose que je refusais de faire. Même, je renvoyais les gens vers des confrères. Et j'étais pas du tout intéressée par le sujet. Je me suis intéressée au sujet parce que j'étais moi-même fumeuse. Et donc, je cherchais des solutions pour moi. Et en cherchant ces solutions, finalement, je me suis passionnée même pour le sujet par la suite. Mmh. Donc, c'est à travers mon parcours. Donc la deuxième fois, vous faites une deuxième séance. Tout à fait. Vous refumez 2 jours après. Tout à fait. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que ça a marché alors ? Non, pour moi, c'était pas... Ah non, toujours pas. Pour moi, c'est un échec. La deuxième séance a aussi été un échec. Ah oui, d'accord. La troisième a été différente. Je crois qu'elle s'est passée 1 an après. Elle a été différente parce que je m'étais vraiment préparée mentalement à cet arrêt. Je me suis dit, les 2 premières fois, tu y allais, t'attendais de voir un peu ce qui allait se passer. Et finalement, derrière, t'étais pas vraiment impliquée. J'étais plutôt dans une position de spectatrice. Je vais faire de l'hypnose, j'aurai un petit coup de baguette magique, j'attends un peu cette magie en moi opérer. Et puis finalement, je me dis, ça va pas vraiment opérer. La troisième, je me suis dit, ok, Caro, il y a peut-être quelque chose à faire, toi, de ton côté à toi. Et là, je me suis préparée mentalement et vraiment me dire qu'en sortant, c'est fini. Il n'y a plus de cigarettes, quoi qu'il arrive. Et en me mettant dans cet état d'esprit, j'ai eu un succès derrière pendant 1 an. J'ai une reprise derrière aussi, donc j'ai vraiment compris toute l'alternance des effets yo-yo, un coup j'arrête, un coup je reprends, un coup j'arrête. Et puis, c'est comme ça que en comprenant l'engagement que je m'étais mise à moi-même, j'ai compris derrière que c'était la base de la base du travail de toute façon. Et c'est comme ça qu'est née votre méthode. Oui. J'arrête définitivement la cigarette avec la méthode acceptation programmée chez Albin Michel. Vous retrouvez donc cette méthode dans ce livre.
Vous vous posez une question, c'est pourquoi ça fonctionne chez certains et pas chez moi? Qu'est-ce qui fait que certains arrivent à arrêter de fumer et pas d'autres? C'est toujours pareil, c'est cette notion C'est une d'engagement. question de volonté? Non, la volonté, elle est tout de suite mise à mal dès qu'on parle de l'arrêt du tabac. Pourquoi? Parce que un fumeur a énormément de volonté. Il n'a aucun problème pour faire des kilomètres s'il faut pour aller acheter un paquet ou voire payer le double son paquet. Donc, aucun problème de volonté par rapport à ça. Par contre, comment la personne a de la volonté pour aller vers l'objet désiré, en l'occurrence les cigarettes, mais comment aller mobiliser de la volonté pour se défaire de quelque chose que quand même on aime bien? C'est très compliqué, donc forcément la volonté va être mise à mal. Donc c'est pas une question de volonté. Si les gens n'arrêtent pas, il y a vraiment cette notion de je m'engage et surtout j'accepte ce changement. Parce que les gens veulent arrêter de fumer, mais ne sont pas prêts à s'engager. Une grosse différence là-dessus. Donc très souvent, la notion d'échec va être liée au fait que la personne va chercher à l'extérieur d'elle une solution pour mettre un terme au tabac et elle espère que cette solution extérieure va venir créer le déclic à l'intérieur d'elle qui fera qu'elle n'aura plus envie de cette cigarette. Et là, très souvent, ça va être synonyme d'échec. Ce qui va être synonyme... Parce que l'hypnose, par exemple, il y a un côté un peu très passif. Oui, justement. Vous dites, bon, je vais aller faire de l'hypnose, Exactement. On va voir si ça marche ou pas. Exactement. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire, aussi de l'hypnose. Vous allez avoir des discours de personnes qui vont vous dire « Ah ouais, génial, j'y croyais pas trop, finalement j'ai arrêté de fumer ». Et puis, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « J'y suis allé parce que mon ami l'a fait, ça a bien marché sur lui, du coup j'essaye ». Et c'est vraiment le terme « j'essaye » et on verra bien. Vous n'aimez pas le mot « j'essaye ». Vous préférez « je fais ». Oui, c'est très différent. Prenez l'exemple de vous êtes dans un avion et puis vous avez au moment de l'atterrissage le pilote qui vous dit voilà, vous pouvez attacher vos ceintures, préparez-vous, je vais essayer d'atterrir. Dès que vous entendez ce terme dans votre esprit, vous êtes loin d'être rassuré. C'est plutôt la panique. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il va essayer? Non, il va le faire en fait. Donc il y a une grosse différence et dès qu'on se dit j'essaye, on crée une sorte de panique à l'intérieur de nous. Et ça ne suscite pas l'engagement. Donc c'est aussi pour ça que ce mot j'essaye, c'est quelque chose que j'essaye moi-même, entre guillemets, de bannir. Il y a du sucre dans les cigarettes. Oui. Vous avez du sucre. Alors je suis le seul à ne pas le savoir ou tout le monde le sait? C'est une information qu'on met le plus possible de côté, on va dire. Parce que vous l'avez mis dans un dossier confidentiel à détruire après lecture. Eh bien oui, parce qu'en fait, la plupart des gens ne le savent pas, mais il y a effectivement du sucre dans les cigarettes. Et c'est une information, elle est connue, dès que vous tapez tabac, sucre sur Internet, vous allez trouver toutes les informations. Mais c'est une information qu'on ne crie pas trop fort, on va dire. Et vous dites qu'on a créé le mythe de la nicotine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui... C'est complexe ça à comprendre. Oui, alors... C'est pas, je remets pas tout le concept dans l'intégralité de la nicotine. C'est simplement qu'aujourd'hui, on dit aux gens, si vous voulez arrêter de fumer, faites un traitement à base de nicotine. On va faire un sevrage à la nicotine. Mais quand on y réfléchit, on vous dit que vous êtes addict à la nicotine et on va vous faire un sevrage avec la même substance qui vous rend dépendant. Il y a déjà quelque chose psychologiquement qui ne va pas. Alors, on va dire oui, on va y aller progressivement, on va diminuer au fur et à mesure. Mais c'est un autre mécanisme qui va rentrer en jeu, c'est un mécanisme psychologique qui va prendre le relais derrière et non physique. Et puis, réellement, l'idée de la nicotine, les gens ne se lèvent pas la nuit pour fumer, leur corps ne les réveille pas pour fumer. Il y en a quelques-uns. Il y en a qui se lèvent pour aller fumer au balcon. Oui, il y en a. Et je sais qu'il y en a, mais ce n'est pas la majorité des gens. Pour le coup, c'est pas. En général, on dort et c'est le premier réflexe du matin, on va aller se griller une clope. Mais pour le coup, physiologiquement, on tient. J'ai envie de dire, prenez les gens. Voilà, par exemple, je prends souvent aussi l'exemple du Ramadan. Pendant le Ramadan, les gens ne fument pas en journée. Et pour beaucoup de personnes, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui font le Ramadan, pour beaucoup de personnes, c'est pas un problème de ne pas fumer. Pourquoi ? Parce que dans leur esprit, c'est un postulat qui est accepté de base.
C'est-à-dire dans leur esprit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc si c'est comme ça et pas autrement, ils sont dans l'acceptation. Du coup, ils lâchent la cigarette. Ils savent qu'il va y avoir une permission le soir quand ils vont pouvoir manger. Là, ils savent qu'il y a une permission. Mais il y a un interdit, une sorte d'interdit accepté totalement, mais une sorte d'interdit psychologique qui est complètement validé et OK dans leur esprit, qui fait que du coup ça lâche. Donc on a l'exemple du ramadan, mais on peut avoir l'exemple des personnes qui vont prendre l'avion. On a 2 écoles pour l'avion. Il y a ceux qui vont être très très stressés dès le départ, qui vont se mettre dans des états épouvantables. Il faut que je prenne des patchs, comment je vais... Enfin, ils sont déjà très anxieux à l'idée de ne pas pouvoir fumer. Et puis, vous avez ceux qui acceptent, là aussi encore, l'interdit de « j'ai pas le droit de fumer dans cet espace, j'accepte ce postulat, c'est comme ça ». Et très souvent, ces gens-là, ça, on peut faire un vol de 10 heures, c'est pas un problème, ça lâche psychologiquement. Et ce qui se passe, c'est que, par contre, au moment de l'atterrissage, là, tout de suite, ils sont rebranchés sur la cigarette parce qu'ils savent qu'à nouveau, il y a la permission. Jeune. Alors là, ça y est. C'est exactement ça. Ouais. Donc, on est vraiment sur un rapport qui est très, très psychologique, plus que physiologique, pour le coup. Et c'est ce que je défends, et c'est pour ça que je dis un peu le mythe de la nicotine. Caroline Cospin est avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste en hypnose pour sevrage tabagique et que vous venez de publier votre livre qui s'appelle « J'arrête définitivement la cigarette » avec la méthode d'acceptation programmée chez Albin Michel, méthode déposée. Qu'est-ce que ça signifie, acceptation programmée ? Comme je le dis depuis le départ, la notion d'acceptation, c'est la base pour le changement. Si on n'est pas dans la notion d'acceptation, on va être dans une forme de lutte. Qui dit lutte, dit difficulté à atteindre son objectif, de toute façon, qui va être l'arrêt. Donc la base de la base, c'est déjà d'accepter le changement. Mais pour l'accepter, il faut aussi quelque part le programmer, cette acceptation, parce qu'on a plein de peurs à l'arrêt du tabac dès le départ qui nous freinent. Quelles sont ces peurs ? La première peur qu'on va avoir, c'est ce que j'appelle la peur de la perte. La peur de la perte du doudou affectif. La cigarette, c'est vraiment un doudou pour les adultes. C'est le doudou des adultes, de toute façon. Donc, on a peur de perdre ce doudou, cette bonne copine, ce soutien, cette béquille, cette récompense, ce réconfort. Et on se dit, je vais être dans la perte. Et donc, comme je vais être dans la perte, je vais vivre une douleur. Le cerveau n'aime pas vivre des douleurs. Soit il est orienté à aller vers la recherche de son plaisir, soit il va être dans le cadre de l'évitement d'une douleur. Dès qu'il y a de la douleur, on cherche à la fuir. Donc, si on est déjà dans la douleur de la perte, on n'a pas envie d'être dans l'acceptation du changement. Et puis, la deuxième peur qu'on va avoir, c'est la peur d'arrêter tout simplement. Pourquoi ? C'est synonyme de souffrance. Là aussi, on se dit qu'on va prendre du poids, être irritable, que ça va être très compliqué, qu'on va en baver en fait. Et donc, dès qu'on se dit qu'on va en baver, forcément, là aussi, synonyme de douleur, donc le cerveau n'a pas envie d'y aller. Donc, il va se trouver des stratégies, parce que dès qu'il y a de la peur, on a 3 réactions. Soit on va être dans le cadre de la fuite, soit on va être dans le cadre de l'immobilisme, soit on va être dans le combat, le faire-face, ce que j'appelle le faire-face. Donc, très souvent, et c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte que quand on est dans la fuite, finalement, c'est quoi toutes les excuses qu'on se raconte pour ne pas se lancer ? C'est pas le bon moment pour moi, j'arrêterai à tel moment, non mais là j'ai trop de choses à gérer dans ma vie. Donc voilà. Donc ça va être la fuite, et très souvent les gens vont être soit dans la fuite, soit ils vont être aussi dans l'immobilisme. C'est-à-dire, quand je pose la question aux gens que je reçois, je leur dis, mais ça fait combien de temps que vous voulez arrêter de fumer ? Et finalement, rien que cette question, on sait que ça va faire déjà des années qu'ils sont dans la démarche, qu'ils ont envie, mais qu'ils ne se sont toujours pas lancés parce que justement, la peur est là. Et donc après, c'est amener progressivement la personne à aller dans son faire-face et de savoir finalement, si je fais face à ce changement et que j'accepte ce changement, qu'est-ce qui va se passer pour moi derrière ? Et c'est tout ce que je décris en fait dans cette méthode. Et puis il y a une autre peur, c'est la peur d'échouer. Oui. Ça, c'est peur de l'échec, surtout pour ceux qui ont déjà essayé. Bien sûr. Et qui ont repris. Oui, ils sont démotivés. Les gens sont démotivés, ils se disent, mais voilà, j'étais sûre que ce dernier arrêt, c'était bon. Finalement, je me suis fait avoir. Alors, on se fait avoir
Pourquoi ? Parce que on a les deux fonctions de la cigarette sont simples. C'est soit ça vient régler un problème, soit ça vient intensifier un plaisir, avec toutes les nuances qu'il y a autour. Quand je dis régler un problème, ça va être j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de prendre une pause, j'ai besoin de gérer une situation difficile. Voilà, ça c'est gérer un problème. Et puis intensifier un plaisir. C'est-à-dire que là aussi, il y a plein de fonctions. Cette cigarette, elle est agréable avec mon café pour lancer ma journée du matin ou avec mon verre avec les amis. Voilà, là, c'est l'intensificateur de plaisir. Donc, c'est les deux fonctions de la cigarette. Et du coup, on a une sorte d'engrammage dans l'esprit qui va être fumée égale solution. On a été programmé à penser fumée égale solution. Et parce que la cigarette, finalement, est toujours une solution dans l'esprit du fumeur. C'est ma solution pour me concentrer, prendre du plaisir et autres. Et la personne va se dire, je perds ma solution, ou en tout cas, quand elle a arrêté, elle a mis cette information sur pause, juste sur pause. Il y a une émotion qui est venue déclencher à nouveau ce formatage du fumée égale solution. C'est-à-dire que souvent c'est un cas de coup dur, situation difficile à gérer, ou le fameux juste une en soirée où on se fait un peu tout savoir pour le plaisir, voilà, le rôle d'intensificateur de plaisir. Et à ce moment-là, le cerveau se reconnecte à cette information qui est fumée égale solution. Et donc c'est là où il va y avoir une reprise. C'est là où finalement la personne va dire non mais je comprends pas, j'ai ce sentiment d'échouer. On peut avoir dès le départ la peur de pas y arriver, mais on peut avoir aussi justement lié aux rechutes. Si je me relance, je vais encore me casser les dents, je vais encore me faire mal. C'est parce que finalement on n'a pas fait le travail suffisamment en profondeur et qu'on a toujours l'engrammage de cette information fumée égale solution à l'esprit. Et fumer n'est jamais une solution. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui. Ce n'est jamais une solution à rien. C'est un exercice, là, vous coloriez les cigarettes dans un paquet. Oui. Et après, vous verrez ça, c'est dans le livre. On parlait de dépendance tout à l'heure. 10% des cigarettes sont de la dépendance physique et 90% de la dépendance psychologique. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce chiffre ? Ça veut dire que finalement, la dépendance à la nicotine, dont on nous parle tout le temps, exact, elle est très peu importante. Et oui. On nous vend un petit peu tout ça. Tous les substituts nicotiniques, c'est une grosse machinerie, j'ai envie de dire. Comment dire ? Il faut comprendre que de toute façon, le psychologique, c'est la part fondamentale de la consommation derrière. Les deux choses qui vont nous faire fumer sont nos habitudes et nos émotions. C'est vraiment ces deux choses-là. Les habitudes, on connaît toutes nos cigarettes habitudes. Nos cigarettes habitudes, voilà, je fume, on sait les citer dans l'ordre de la journée. Et nos émotions, elles jouent un rôle également capital dans notre consommation. Plus notre émotion va être intense, forte, plus on va les fumer. On sait très bien que si on vit un cas de coup dur, quelque chose de compliqué, on va fumer comme un pompier, voire ça va activer une rechute. Et inversement, dès qu'on est en soirée, dans des moments de bien-être, d'euphorie, à ce moment-là, c'est pareil, on augmente complètement sa consommation. Il n'y a pas de limite presque. Donc, c'est vraiment les émotions. Donc, c'est pour ça que c'est ce terrain qui est le plus important. Au bout de 3 jours, il n'y a plus de traces de nicotine dans le corps. Oui, donc ce qui veut dire qu'il vaut mieux travailler sur le psychologique que sur le physique. Bien sûr, c'est évident. D'ailleurs, on sait très bien que les patchs donnent les pires résultats dans le cadre de l'arrêt du tabac. Vous le savez, mais moi je ne le savais pas. Et voilà, je vous le dis. C'est ce qui donne les pires résultats. Ouais. Et les gommes nicotiniques. C'est pareil. C'est pareil. Après, attention, il faut quand même entendre que je ne remets pas tout ça en question. C'est-à-dire que les gens me demandent très souvent, est-ce que je peux prendre des patchs, est-ce que je peux prendre des gommes en parallèle du travail qu'on fait ? Je leur explique que très souvent, je ne recommande pas, sauf si vraiment ils sentent qu'ils ont besoin d'un petit soutien, que ça va les rassurer en plus du travail qu'on a fait, mais ça doit être très court dans le temps. Vraiment, ma recommandation, quand on fait ce travail ensemble, c'est pas plus de 5 jours, 1 semaine, pas plus, mais vraiment pas plus.
Et pas les 3 mois préconisés, surtout pas. Pourquoi ? Parce que nous, on aura fait tout le travail psychologique. Et donc, comme on aura fait ce travail psychologique, si la personne, en sortant, se met quand même des patchs pour se rassurer ou va prendre des gommes pour se rassurer, elle va se dire, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ? C'est des béquilles, hein, là aussi. Est-ce que j'ai vraiment arrêté ou j'ai pas arrêté ? Donc oui, ça peut être un soutien, mais en même temps, il peut y avoir un autre mécanisme psychologique où la personne, si elle met ses patchs en parallèle de mon travail, je précise bien, si elle met ses patchs, elle va juste psychologiquement s'interroger de où est-ce qu'elle en est. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ? Est-ce que je peux retirer le patch ? Est-ce que j'ai les ressources pour ? Alors que moi, je mets les personnes vraiment directement dans le bain et ils savent ce qu'ils vont vivre. Donc c'est pour ça que je recommande pas forcément les patchs. Votre méthode transforme la manière dont votre cerveau perçoit la cigarette. Alors déjà, comment le cerveau perçoit-il la cigarette ? C'est ce que je vous disais, c'est qu'il perçoit la cigarette comme étant une solution. Pour lui, c'est la solution. Ah oui, donc le cerveau aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'on se dit. Non, en fait, la personne ne le perçoit pas toujours comme ça. Moi, j'ai vraiment mis ce terme-là parce que ça me semble tellement évident que ça symbolise tout, en fait. Comme quoi, cette cigarette va répondre à absolument tout ce qu'on a besoin sur l'instant. Mais en fait, elle va répondre à quoi ? À toutes les étapes qu'on est en train de vivre au cours d'une journée. À la vie, finalement. Donc, elle répond pas, elle n'apporte pas un plus, cette cigarette. On est dans l'illusion qu'elle apporte une solution. Mais, donc, c'est vraiment cette idée du fumer égale solution. Et les gens n'ont pas toujours conscience de ça. Donc, finalement, il faut que le cerveau change de la façon dont il voit déjà en prendre conscience. Et c'est très important déjà d'en prendre conscience. Et comment on en prend conscience ? Justement avec mon travail. Ouais, mais c'est important parce que finalement, les gens ne savent pas toujours, et vous dites que c'est une question qui revient dans votre livre, c'est déjà pourquoi on fume ? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question, pourquoi on fume ? Je dirais que pour une grande majorité des gens, le pourquoi a été j'étais ado, j'ai fait comme tout le monde, c'était pour m'affirmer, me donner une contenance ou me rassurer. Enfin, il pouvait y avoir braver les interdits, il pouvait y avoir plein de choses. Très souvent, on a été influencé. On a pour beaucoup démarré jeune. Ado, et c'est le moment où on est en quête identitaire, c'est les moments où justement on veut trouver un peu des réponses, et puis tiens, ça fait cool la cigarette, c'était sympa, c'est le côté adulte, donc c'est surtout ça qui fait qu'on a démarré la cigarette, et puis après on est pris dans un engrenage. Le plus sûr moyen de réussir, c'est d'essayer encore une fois, et c'est Thomas Edison. J'ai invité ce matin Caroline Cospin à l'occasion du mois de novembre, mois sans tabac. Je rappelle que vous êtes spécialiste en hypnose pour sevrage tabagique et que vous publiez votre méthode aujourd'hui dans un livre qui s'appelle « J'arrête définitivement la cigarette avec la méthode acceptation programmée » chez Albin Michel. Il n'y a pas de bon moment pour arrêter de fumer ? Non, jamais. C'est pas le lundi, par exemple, le 1er janvier Bon, c'est souvent pour les bonnes résolutions, mais il n'y a jamais de bon moment pour arrêter. Beaucoup de gens attendent cette idée que je le sentirai quand ce sera le moment pour moi. Mais en fait, il y a des gens qui ont attendu toute leur vie le bon moment. Donc, non, il n'y a pas de bon moment. Je dirais même que arrêter dans les moments les plus difficiles est peut-être même la meilleure chose qui soit. Souvent, on se dit « Ah non, je ne vais pas faire un arrêt du tabac pendant que je suis en train de vivre quelque chose de lourd dans ma vie. » Et pourtant, arrêter dans ces moments-là et y arriver nous prouve qu'on est capable et nous montre à quel point on a des ressources à l'intérieur. Et très souvent, ces gens-là, si demain ils se retrouvent à nouveau dans un cas de coup dur dans leur vie, ils ont beaucoup moins de chances de retourner vers la cigarette. Donc, à la limite, presque, dans les moments les plus difficiles, serait la meilleure période. Alors, vous nous invitez à choisir une étiquette, celle qui nous convient le mieux. Vous pouvez être un ex-fumeur, un non-fumeur ou même un fumeur qui ne fume pas. Eh oui. Alors, expliquez-nous la différence. Un non-fumeur,
Alors, un non-fumeur qui ne fume pas, c'est ça, hein, Alors, un fumeur un ex-fumeur, un ex-fumeur. Un non-fumeur ou un fumeur qui ne fume pas. En fait, pour moi, il y a tellement de débats sur les appellations aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis ? Non, mais je ne peux pas dire que je suis un non-fumeur vu que j'ai déjà fumé. Moi, aujourd'hui, je me considère non-fumeuse. J'ai fumé, très bien. Je pourrais dire, je suis une fumeuse qui ne fume plus ou qui ne fume pas. Ok, mais c'est pas une étiquette qui me convient. Pourquoi ? Parce que y a toujours l'idée que je fume en fait. Si je suis une fumeuse qui ne fume pas, donc identitairement parlant, ça veut dire que je suis toujours une fumeuse. Non, en fait, j'en suis sortie, c'était un pan de ma vie. Donc pour moi aujourd'hui, je suis une non fumeuse. Il y a des gens qui vont dire ex-fumeur. En fait, c'est pour ça que il y a tellement les gens vont être tellement sensibles. Que trouvez votre appellation qui vous convient en fait. Moi aujourd'hui je me considère comme une non-fumeuse. Je ne fume plus, je pourrais dire je suis une ancienne fumeuse. Je me dis non-fumeuse. Voilà. Et si on me questionne, oui, je vais dire bien sûr, oui, j'ai fumé dans ma vie. Ouais. Beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui pensent qu'ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Quand ils veulent, oui, ça c'est ce qu'ils pensent. Le jour où, on est au stade de la pensée. Mais le jour où je passe à l'acte, le jour où je mets quelque chose de concret en place, c'est là où on se dit, finalement, oui, je pensais que c'était ok, mais ça devient plus compliqué, plus complexe. Donc il y a 2 étapes là-dessus. Moi, je m'arrête demain, si je veux. Ok. Moi, dans ces cas-là, je vais dire, ok, très bien. Qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'est-ce que tu es dans quel état d'esprit Est-ce que c'est challengeant ? Est-ce que c'est excitant ? Est-ce que c'est de la peur ? Quelles sont les émotions qui en découlent ? Mais si la personne se dit, moi, j'arrête demain, ok, super. Va chercher l'énergie, va chercher cette force à l'intérieur, va chercher ses ressources et vas-y. Clairement. Je pense que c'est quelque chose qui se prépare un peu quand même. Qui s'anticipe. Ouais. Beaucoup pensent également qu'ils fument parce qu'ils aiment fumer. On en parlait hors antenne avec un fumeur qui réalise cette émission. Est-ce qu'on aime fumer ? Alors, honnêtement, si on regarde bien la toute première cigarette qu'on a fumée, là aussi, pour une grande partie des gens, cette première cigarette était vraiment pas bonne en termes de goût. Elle était infecte, on a pu tousser, avoir la tête qui tourne, avoir un goût acre dans la bouche. Mais si on était resté juste sur ce côté plaisir gustatif, on n'y serait pas retourné. Parce que c'est pas l'expérience. Alors, il y en a pour qui ça a été merveilleux. La première clope a été merveilleuse. Après, ce qu'il faut différencier, c'est la notion du cadre. La notion de plaisir, il y a aussi le cadre. Dans quel cadre j'ai fumé éventuellement cette première cigarette qui a fait que du coup je l'ai enjolivée et voilà. Moi je sais que je me souviens très bien de ma première clope. Le cadre était magnifique. J'étais sur la plage, il faisait nuit, un petit verre et puis voilà, ça a été ma première cigarette. Par contre, en termes de goût, d'expérience sensorielle, j'ai dit mais c'est ça fumer, c'est pas bon quand même. Et il m'a fallu 1 mois ou 2. Peut-être même un peu plus, 3 mois peut-être pour retourner à une prochaine cigarette. Donc ça ne m'a pas appelé à y retourner immédiatement. Il y en a pour qui ça va être immédiat, ça va dépendre. Mais ce qu'on associe à plaisir, c'est lié au contexte. Pourquoi ? On a quelques cigarettes plaisir dans la journée, 3-4 en moyenne par jour. Pourquoi ? Parce que au cours d'une journée, on a juste des moments qui sont plus sympas que d'autres moments. Quand on prend le temps d'une pause, après un repas, on sait que c'est des cigarettes plaisir, celle du matin, avec le café, ça va être celle avec le verre. Alors celle-ci, elle est hyper importante, celle avec le verre, mais c'est normal. Quand on prend un temps avec ses amis, un moment agréable où on est posé, c'est un moment de partage, forcément c'est associé à plaisir. Donc cette cigarette va avoir beaucoup plus de sens. Et elle va être associée à plaisir, forcément, lié au contexte. Ou à la pause. Ou à la pause. Alors aujourd'hui, c'est la pause, parce que comme on ne peut plus fumer en entreprise, il faut descendre. Voilà, c'est une bonne chose. C'est bien. Oui, on a connu, nous, le temps où on pouvait fumer un peu partout. Oui. Au restaurant, en boîte, trains, en entreprise, partout. Dans les trains, dans l'avion. Dans l'avion. On pouvait fumer. Exact. Le cerveau ne comprend pas la négation. Par quoi remplacer le « je ne veux pas fumer » ?
Par quoi remplacer le je ne veux pas fumer? Je veux arrêter. Ça va être déjà, on a vraiment quelque chose de clair et précis pour le cerveau. Il comprend que l'information est sur arrêter. Si on dit je ne veux pas fumer, le cerveau entend fumer. Si je vous donne l'exemple de ne pensez pas à un éléphant bleu. Effectivement, qu'est-ce que vous avez eu en tête? L'idée de l'éléphant bleu. Et pourtant, je viens de vous dire de ne pas y penser. Donc, ça veut dire que quelque part, on ne suit pas la consigne. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que le cerveau, lui, il est obligé de se représenter l'éléphant bleu dans un premier temps pour comprendre dans un deuxième qu'il ne fallait pas y penser. Mais c'est trop tard. On y a déjà pensé. Donc, je ne dois pas penser à une cigarette, je ne dois pas fumer. Tous ces termes nous renvoient à cigarette, fumer. Vous revenez sur la cigarette électronique et ce qu'on appelle, alors il y a un nouveau phénomène, le puff aujourd'hui. Ouais. En quoi est-ce que c'est encore une nouvelle stratégie des cigarettiers pour recruter de plus en plus de fumeurs pour quand ça sera interdit de fumer en vrai? Voilà, je pense que vous avez tout dit dans la question finalement. Tout est là, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que la cigarette, de plus en plus, il y a des restrictions de plus en plus fortes. Donc aujourd'hui, il faut quand même continuer à avoir des consommateurs. Et donc, et on le sait très bien, la cible, c'est les jeunes. Ça a toujours été. Nous, on a été embarqués jeunes aussi, et aujourd'hui, c'est toujours la même cible. C'est les personnes les plus influençables. Donc, quoi de mieux que d'avoir maintenant l'idée d'avoir une vapoteuse, une cigarette électronique, où on nous vend le fait qu'il y a moins de danger pour la santé. En plus, c'est bourré de sucre, donc autant le dire. Parce que ça, c'est l'argument qu'ils mettent en avance. Attention, c'est moins mauvais pour la santé. Ouais. J'ai encore de gros doutes là-dessus. Il y a des études qui commencent à sortir sur ce qu'ils appellent des nouvelles maladies. Il y a des choses qui sortent sur la cigarette électronique où on peut avoir les micro-noyades au niveau des poumons, on peut avoir toute la sphère ORL qui est vraiment touchée, tout ce qui est gorge. Je pense qu'on va arriver certainement à un moment donné où on va, comme ce procès qu'il y a eu à l'époque où on condamnait les cigarettiers, ils disaient non, c'est pas dangereux pour la santé. Je crois qu'on va y venir à un moment donné avec la cigarette électronique. Oui, mais de toute façon, ils ont largement les moyens d'acheter des lobbyistes, de commander des études sur la santé pour dire qu'effectivement, c'est pas vrai. Exactement. Exactement. Mais la cigarette électronique comme moyen de s'arrêter de fumer. Non. Parce que c'est ça qu'on a mis en avant pendant un moment. Mais quel argument quel argument? Ça a été servi sur un plateau, ça. Absolument pas. Mais les gens n'ont pas forcément de recul par rapport à ça. Non, parce que déjà, il faut comprendre qu'on a modifié le terme. C'est-à-dire que on fume des cigarettes, donc c'est fumer. Et on vapote. Ouais. Donc, à partir du moment où on vapote, c'est décorrélé de fumer. Fumer, sur un paquet, c'est écrit « fumer tue ». Donc, on le sait, il y a vraiment cette toxicité. Vapoter a été amené comme un élément qui nous fait arrêter positif, moins de problèmes de santé. Ok, on va pas avoir le monoxyde de carbone, mais on va avoir certaines d'autres substances. Mais on a décorrélé ça dans le cerveau. Et donc, la personne pense qu'elle n'est plus fumeuse. Mais en fait, c'est quoi l'acte de fumer? Fumer, c'est amener un bâtonnet de papier ou une cigarette électronique à la bouche, aspirer de l'air et recracher une fumée. Quelle est la différence entre une cigarette et la vapoteuse? C'est la même chose, c'est le même acte. Et surtout pour la personne, c'est la même valeur psychologique qu'une cigarette. C'est la bonne copine qui nous soutient quand on a besoin. Et il y a un effet en plus très pervers avec la cigarette électronique, c'est que ça devient le prolongement de notre main. Mais véritablement, la personne, elle l'a tout le temps à la main. Comme c'est permissif, justement, partout, vu qu'il n'y a pas de problème d'odeur, on est encore très permissif avec tout ça. Donc forcément, la personne, elle l'a tout le temps. Mais en plus, c'est bourré de sucre, avec tous les parfums qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'est un effet encore plus pervers que la cigarette. On est souvent dans un engrenage qui est encore plus présent,
Et psychologiquement, il est pour certaines personnes presque plus difficile de se défaire de la cigarette électronique que de la cigarette. Bon, arrêter de fumer, c'est plus facile qu'il y paraît. Oui, quand on fait les choses correctement. Prouvez-le. Prouvez-le. Oh, bah, je pense qu'aujourd'hui, mon travail sur le terrain m'a montré que c'était beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. J'ai vraiment accompagné beaucoup de monde. C'est plus facile quand on comprend à qui on a affaire, réellement, et pas sous couvert de croyances déjà bien formatées. C'est beaucoup plus facile. Et l'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette notion d'acceptation. Donc oui, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Je ne dis pas que c'est facile pour autant. Je dis que c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Et c'est vraiment les retours des personnes que j'accompagne qui me le disent, en fait. Alors, pour poser une question que tout le monde pose, il faut combien de séances d'hypnose pour s'arrêter de fumer ? Une. Moi, c'était une seule séance. Ça a toujours été une seule séance. Ah ouais ? Oui. Alors, comme j'explique, moi, ça a été tout un cheminement. Cette méthode, elle n'a pas été... ça a été vraiment tout un cheminement. Donc oui, j'ai toujours fait en une seule séance. Et puis, donc, je faisais de l'individuel. Pendant des années, j'ai fait de l'individuel. Je travaillais déjà la partie psychologique, consciente. Et puis là-dessus, j'ai compris que le format s'est allongé avec le temps parce que cette partie consciente, elle nécessitait vraiment un vrai travail de fond. Et puis, il y a une séance effectivement d'hypnose. Aujourd'hui, ça a toujours été en une seule fois. J'arrête définitivement la cigarette avec la méthode d'acceptation programmée chez Albin Michel. C'est le livre que vous venez de publier. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir prêté vos oreilles et très belle journée santé sur Beurre FM.